Bon, aujourd'hui, il se passe quelque chose de vraiment d'intéressant si on regarde le paysage. Tout le monde, alors c'est devenu vraiment Emmanuel Macron, il faut le dire, en tout cas son impopularité, on a vu les sondages, sont en train de vraiment de battre tous les records. 18% des Français se disent satisfaits de l'action du chef de l'État. Communication quand même un peu bizarre. Richard Ferrand qui va être nommé au Conseil constitutionnel. Avoir un bon copain, c'est toujours bien, certes. Les derniers lieutenants s'en vont. Crise sociale, crise financière, c'est pas de majorité pour gouverner, on le voit, le 49-3 à la rescousse, le 49-3 à la rescousse. Alors effectivement, Emmanuel Macron, où est-il? Alors on a vu hier, par exemple, le vice-président des États-Unis, Vance, venir faire son discours et partir sans attendre le discours d'Emmanuel Macron, ni d'ailleurs celui de Ursula von der Leyen. Alors, et puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment, bon, les sondages, la popularité, c'est une chose, mais l'action effective, c'est autre chose. Bonjour Guylaine Benessa. Bonjour Guylaine. Bonjour André Berkoff, bonjour. Alors vous êtes avocat, je rappelle que vous êtes auteur et on vous avait reçu pour cela de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Alors effectivement, on peut se demander aujourd'hui, sans faire un bilan complet, mais quand même, qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron? Les gens se disent, voyez, il est là, il a un socle, enfin son socle n'est pas vraiment se réduit comme peau de chagrin, et on a l'impression que, alors ses adversaires les plus farouches disent, oui, c'est Néron, c'est Caligula, c'est n'importe quoi, les autres disent, mais non, il tient le cap. Selon vous, comment on peut effectivement qualifier ce septennat et un peu plus, puisque normalement et constitutionnellement d'ailleurs, il en a jusqu'à 2027, fin de son nouveau quinquennat. Écoutez, très simple, André, il y a une grande réussite chez Emmanuel Macron, faut lui reconnaître cela, une très grande réussite, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je veux pas, là je prends ça en souriant, mais parce qu'en réalité, on se souviendra, à mon avis, d'Emmanuel Macron comme du président qui a mis en œuvre la dissolution la plus invraisemblable de l'histoire de la Ve République, plus invraisemblable que celle de Jacques Chirac en 1997. Vous trouvez Guylaine Benessa, j'allais vous dire, elle était pas mal la dissolution de Jacques Chirac déjà, hein, alors qu'il avait la majorité et qu'il a dissous et que c'est Jospin qui est arrivé. Ah, complètement, mais si vous voulez, la différence, à mon avis, c'est que Jacques Chirac, quand il a dissous, il s'est trompé. C'est-à-dire que on a compris ce qu'il tentait de faire. La décision était ubuesque, mais avec l'aide de Dominique de Villepin, il a voulu marquer les esprits, trancher, parce qu'il y avait eu des manifs à l'époque dans la rue, trancher en prononçant la dissolution. Emmanuel Macron, c'est un geste qui restera un geste mystérieux, de bébés, d'enfants plutôt, d'enfants acariâtres et quelque part égocentriques, qui en avaient ras-le-bol du ras-le-bol des Français et qui a décidé de dissoudre. On ne saura jamais. Et j'allais vous dire, la vraie réussite, c'est que pour moi, je pourrais enseigner dans 10 ans encore cette dissolution à mes étudiants en me demandant quelle idée avait-il derrière la tête. Par contre, pour tout le reste, et on pourrait détricoter mesure par mesure. À mon avis, le problème d'Emmanuel Macron fondamental, c'est qu'au début, on se gargarisait, en tout cas certains se gargarisaient de son génie du en même temps. Vous savez, il est indéchiffrable, opaque, intelligent, mystérieux, énigmatique, philosophe. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le en même temps sur tous les sujets politique étrangère, politique intérieure, en réalité, c'est la course au désastre, puisqu'il n'a jamais rien tranché, qu'il a toujours juste gagné du temps et que les 8 ans ressemblent à un immobilisme, alors même qu'il rêvait et qu'il annonçait une France enfin en marche. C'est quelque part assez terrible. Mais alors justement, essayons un peu d'inventorier tout ça et de détailler, pas le tout, il nous faudrait des heures, mais quand même. Par exemple, Guylaine Benessa, ce qui est intéressant, parler de la position sur le nucléaire. Hein, rappelez-vous, le premier quinquennat, il fallait démanteler tout ça. Hein, et puis Fessenheim, hein, qui a été arrêté effectivement en 2018-2019, alors que ça allait bien. Alors, Fessenheim, j'inventorie rapidement et on va en parler. Bon, la dette publique, hein, on l'a, d'ailleurs, certains journaux qui ne sont pas vraiment ni d'extrême gauche avaient dit l'homme des 1000 milliards de dettes, c'est-à-dire depuis 2017 jusqu'à 2024, on a accumulé 1000 milliards d'euros de dettes publiques. Voilà, donc, et puis tout ça est quand même assez étonnant, et on pourrait citer énormément
Et puis vraiment, il faut rappeler, enfin, sur l'intelligence artificielle, sa vidéo extraordinaire où il jouait avec, effectivement, il se transformait en femme, en homme et tout ça, bon. Et puis, je voudrais arriver à là, aujourd'hui, Ghislain Benessa, parce que c'est très intéressant. Hier encore, dans son discours au sommet de l'intelligence artificielle, voilà ce qu'il a dit pour clôturer le sommet. Écoutez. On a passé, je crois, un cap très important avec ce sommet. C'est 109 milliards d'euros d'investissement pour la France, ces annonces pour l'Europe, mais surtout cette vision d'un IA. On croit dans l'innovation, on veut plus d'innovation en France et en Europe, on veut accélérer, mais on veut par cette innovation aussi porter le modèle de société dans lequel on croit. Un modèle pluriel, ouvert, généreux, libre, équitable, qui prenne en compte la question du climat et la question du genre. Voilà ce en quoi on croit. La question du climat et la question du genre. Voilà. Comme par hasard, on parle de l'intelligence artificielle, mais voilà, c'est un projet de civilisation, dit Emmanuel Macron, et il se met à parler du climat, d'accord, et du genre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça traduit? Écoutez, en fait, je pense qu'il est tristement cohérent de l'entendre parler du genre et de l'écologie lorsqu'il est question d'intelligence artificielle. En fait, Emmanuel Macron, sur tous les sujets, mais pour moi absolument tous les sujets, et on pourrait, vous avez raison, les balayer les uns après les autres, il est fondamentalement l'esprit du temps. Vous savez, Hegel parlait du Zeitgeist, l'esprit du temps, l'esprit de l'époque. Il est l'esprit du temps en action, c'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que le résultat de ce qui est, j'allais dire, dans l'air. Le problème avec Emmanuel Macron, il est double. C'est que, d'une part, en étant dans l'air, en étant comme ça gazeux, il n'a jamais rien eu de solide. Donc, sur tous les sujets, il devait être le Mozart de la finance, il nous laisse une ardoise de 1000 milliards. Il devait être l'homme de la sortie du nucléaire, il est obligé quelque part de revenir au nucléaire, parce qu'il n'est que le résultat, le réceptacle finalement de la rumeur, et de la rumeur, j'allais dire, bien pensante d'une certaine manière. Et ça m'amène à mon deuxième problème fondamental avec Emmanuel Macron. Fondamental. C'est que vu qu'il est que l'esprit du temps, lorsque l'esprit du temps change, il n'a pas la plasticité pour le comprendre réellement. Je m'explique. Ouais. Nous vivons la modification, une rupture fondamentale à mon avis avec l'ère Musk-Trump, Milley d'un côté, Giorgia Meloni de l'autre. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a une rupture paradigmatique. Orban notamment et autres, oui. Exactement. Or, au moment même où il y a quand même un air de nettoyage des écuries d'Augias. C'est-à-dire, il faut liquider pour certaines personnes tout ce qu'on a mal fait ou tout ce qu'on n'a pas bien fait, on va dire, depuis 40, 50 ans. Et Emmanuel Macron, ça, il ne l'entend pas. Résultat des courses, son logiciel sur l'écologie ou la question du genre est finalement le logiciel de l'esprit du temps qui prévalait il y a encore 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Parce que le grand retournement d'aujourd'hui, il ne peut pas le saisir. Il a été formé à l'esprit du temps qui prévalait jusqu'en 2017, 2020, peut-être 2022. Désormais, à mon avis, vous savez ce qu'il est, c'est terrible, hein. Il est ringard, il est spectral, parce qu'il n'a pas compris que les temps ont changé et il n'a aucune faculté d'anticipation parce que c'est resté finalement un homme de l'ancien temps qui se croyait être un homme des nouveaux temps. Il est braqué sur un logiciel, sur un mode de pensée, sur une philosophie et une économie qui est celle d'un moment qui, à mon avis, n'est pas le moment présent et ne sera encore moins le moment de demain. C'est là où, vous voyez, Emmanuel Macron, finalement, ce n'est pas le nouveau monde, ça a toujours été le visage souriant, rajeuni, d'un ancien monde qui n'en finit pas de mourir et qui a très peur du monde qui vient, parce que ce monde qui vient veut l'ensevelir. Et dont on voit déjà certaines manifestations, vous le dites. Oui, vous avez des mots assez durs pour lui, c'est vrai, mais je pensais, je ne sais plus qui a dit cela, en fait, quand vous parlez de l'esprit du temps, Ghislain Benessa, vous savez, c'est l'esprit de ceux qui veulent être dans le vent. Et quelqu'un disait très justement, mais j'avoue que j'ai oublié qui, mais j'adore, il dit « être dans le vent, c'est une idéologie de feuilles mortes ». Ah mais exactement. Vous savez, c'est comme la vieille formule, la mode, c'est ce qui se démode. Donc oui, le fait est que vous n'êtes dans le temps qu'un petit temps, si je puis dire, ou qu'un moment. Merci pour ce moment, pour paraphraser Valérie Trierweiler. En fait, vous savez, le problème fondamental, André Berkoff, c'est que, à mon sens, faire de la politique, avant tout, c'est évidemment être bien assis sur ses 2 pieds, donc avoir une structure mentale, idéologique, une architecture mentale bien charpentée, mais aussi
résister à l'ère du temps, c'est-à-dire saisir qu'il y a des choses qui passent, qu'il y a des moments éphémères, que une vision à long terme. Enfin, c'est le temps long, c'est pas une vision de. Exactement. Ouais. Il faut être capable de douter et en même temps de savoir que on peut faire des erreurs, mais vouloir les gommer, les admettre, les rectifier et aller vers l'avant, voire devant soi. Donc Emmanuel Macron, si on fait un bilan très clair, il n'a quasiment jamais reconnu la moindre erreur. C'est-à-dire sur tous les sujets, il devait être le Mozart de la finance, il nous laisse une crise abyssale en la matière. Avez-vous déjà entendu de sa part le moindre retour en arrière, la moindre faiblesse? Jamais. Sur tout le reste, sur tous les sujets institutionnels, politiques, économiques, etc., il est sûr d'avoir raison. Et d'ailleurs, regardez, la vidéo qu'il a faite cette semaine à l'occasion du sommet sur l'IA, cette petite vidéo soi-disant humoristique où il se met en scène lui-même, témoigne de l'exact même égocentrisme que celui dont il faisait preuve avec McFly et Carlito à l'Élysée à l'époque. Tout à fait, et le même égocentrisme que lorsqu'il faisait des petites vidéos ou des photos, que ce soit à Saint-Martin, qui ont été, vous rappelez, très diffusées, ou alors lors de la fête de la musique, à son arrivée à l'Élysée. C'est un égocentrisme total, une forme d'égomanie. Il n'y a que lui qui compte. Et finalement, au bout du compte, ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il n'y a jamais la reconnaissance d'une erreur et d'une faute, comme si finalement c'était « j'emmène tout le navire chuter avec moi parce que je refuse de reconnaître que la pente est là et que c'est par ma faute que cette pente également a été prise ». Vous voulez dire quelque part que c'est le mode d'aujourd'hui de Néron, quel artiste le monde va perdre pendant que Rome brûle quelque part? C'est un peu ça, hein. Je ne dis pas Caligula, mais je dis un peu Néron, mais Guilain Bellessa quand même. Juste une dernière chose, j'aimerais avoir votre ressenti là-dessus, votre avis. Il est là jusqu'en 2027, parce que on a beau dire Macron destitution, tout ça, ce sont des vœux pieux, et puis après tout, bon, ça c'est l'opposition. Qu'est-ce qui se passe pendant 2 ans et demi? À votre avis, ça va continuer comme ça, et voilà. Et puis, en attendant la suite ou autre chose. Pour vous, vous ressentez quoi? C'est très simple. Je pense qu'Emmanuel Macron, par-delà les fautes ou les erreurs qu'il a pu commettre, on en commet tous. Ce que je vois venir, c'est qu'il emmène le bateau France couler avec lui. C'est-à-dire que sa dissolution manquée, ses bricolages de majorité, son gain de temps en mettant Michel Barnier puis François Bayrou, et aujourd'hui le fait qu'il nomme ou qu'il souhaite nommer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, fait qu'à force de jouer avec les institutions, il est en train littéralement de les détruire, une par une, tranquillement, tant et si bien que les Français désormais souhaitent, paraît-il, une 6e République. Ça veut dire qu'en fait, il est en train d'embarquer avec lui, d'entraîner dans sa chute les instances françaises, la 5e République créée par le général de Gaulle. Pourquoi je dis ça? Parce que la seule solution pour sortir de la nasse d'ici 2027, c'est que Emmanuel Macron tire les leçons de l'échec de 2024 qui a été le soin. Il a choisi de dissoudre, il a tout perdu en cours de route, résultat des courses, il doit démissionner. Et si vous me permettez, André Berkoff, je relisais récemment le CT de Gaulle d'Alain Perfit. De Gaulle, à l'automne 61, à la phrase suivante qui est terrible. Il se met dans la peau, il se demande, on lui demande, au Conseil des ministres, on lui demande, mais que feront mes successeurs, que feront ses successeurs s'ils perdent des élections intermédiaires, notamment des élections législatives? Vous savez ce que dit de Gaulle? Il n'imagine même pas qu'un de ses successeurs ne démissionne pas parce qu'il dit la chose suivante, il dit, imaginez, s'il perd une élection et qu'il reste, qu'est-ce qui lui restera? Quel visage, quelle figure restera-t-il de lui? Quelle figure restera-t-il de lui? Ça veut dire que pour De Gaulle, la dignité, c'est de partir. C'est vrai. Emmanuel Macron ne part pas, il n'est pas digne, et il tend à emmener les institutions avec lui. Mais pour Guilain Bellessa, pour quand même, je dirais, nuancer votre propos, un certain François Mitterrand, qui avait perdu les élections législatives, n'avait pas démissionné. C'est-à-dire qu'après De Gaulle, effectivement, et très vite après De Gaulle, et après Pompidou, ça n'a pas du tout été la même chose. Nous sommes d'accord. En tout cas, écoutez, on espère vraiment pour la France que l'iceberg n'est pas encore dans le Titanic et que on l'évitera. Merci, Guilain. Emmanuel Macron traverse une période politique particulièrement délicate, marquée par une érosion de son autorité et un affaiblissement de son aura présidentielle. Lui qui, en 2017, incarnait le renouveau et la modernité politique, semble aujourd'hui en perte de vitesse, acculé par les crises successives et une opinion publique de plus en plus sceptique.
Son second quinquennat, loin d'être un long fleuve tranquille, est jalonné de contestations sociales, d'une montée des extrêmes et d'un sentiment général de défiance envers sa gouvernance. Le contraste avec ses débuts est frappant. L'homme qui se voulait le président du « en même temps », habile équilibriste entre droite et gauche, apparaît désormais comme un chef d'État isolé, dont les décisions peinent à convaincre et dont la posture semble déconnectée des réalités du pays. Ghislain Benessa, dans son ouvrage « On marche sur la tête », souligne à quel point les fondements mêmes du macronisme sont aujourd'hui mis à rude épreuve. Loin de l'image de réformateur pragmatique et audacieux qu'il cultivait, Macron est confronté à un pays en proie à de multiples fractures, qu'il peine à résorber. Son impopularité grandissante ne se résume pas seulement à des désaccords idéologiques, mais traduit un rejet plus profond de sa manière de gouverner, perçue comme technocratique, autoritaire et parfois méprisante. La réforme des retraites, adoptée en force via l'article 49.3, en est un exemple criant. Au-delà du fond de la réforme, c'est surtout la méthode employée qui a cristallisé le mécontentement. Ce passage en force a renforcé l'image d'un président sourd aux revendications populaires et indifférent au corps intermédiaire, accentuant ainsi le sentiment d'un pouvoir déconnecté des citoyens. Cette crise démocratique s'est prolongée avec la multiplication des mouvements de contestation, qu'il s'agisse des manifestations contre la loi immigration, des préoccupations écologiques ou encore des tensions croissantes autour du pouvoir d'achat. Macron, qui se voulait le garant d'un dialogue apaisé, apparaît désormais comme un chef de l'État contraint de gouverner dans l'urgence et la confrontation, loin de ses ambitions initiales. Le contexte international ne joue pas non plus en sa faveur. Les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, et les relations complexes avec les États-Unis et la Chine, obligent la France à adopter des positions délicates, dans lesquelles la voix de Macron semble de moins en moins influente sur la scène mondiale. Si en 2017, il était perçu comme un leader européen de premier plan, force est de constater qu'il peine aujourd'hui à imposer sa vision face à des partenaires plus affirmés comme Olaf Scholz en Allemagne ou Giorgia Meloni en Italie. Cette perte d'influence se ressent également dans sa gestion des affaires européennes, où la France, autrefois moteur du couple franco-allemand, semble davantage subir les décisions qu'en être l'instigatrice. Par ailleurs, son rapport avec son propre camp s'est considérablement détérioré. La Macronie, autrefois unie derrière un leader charismatique et conquérant, donne désormais l'image d'un mouvement divisé, en quête de sens et d'un second souffle. Les tensions internes se multiplient entre les partisans d'un virage plus autoritaire et ceux qui plaident pour un retour aux valeurs progressistes des débuts. Cette cacophonie renforce l'impression d'un pouvoir essoufflé, à la peine pour maintenir une majorité cohérente face à une opposition de plus en plus déterminée. À cela s'ajoute un problème majeur, l'absence de succession claire. Emmanuel Macron ne pouvant se représenter en 2027, la question de l'après-Macron devient de plus en plus pressante. Et force est de constater qu'aucune figure n'émerge réellement pour porter son héritage. Cette incertitude fragilise encore davantage son autorité, le rendant plus vulnérable aux contestations et aux critiques, y compris au sein de son propre camp. Ainsi, loin de l'image du président réformateur et visionnaire qu'il projetait lors de son élection, Emmanuel Macron semble aujourd'hui réduit à gérer les crises les unes après les autres, sans ligne directrice claire ni projet fédérateur, capable de remobiliser les Français. Cette perte de contrôle progressif, associée à une défiance généralisée, laisse penser que son quinquennat pourrait bien s'achever dans une forme d'isolement politique où il ne serait plus que l'ombre de lui-même.